pas la verve, mais la volubilité de François et de Hayet. Donc je vais plutôt lire un texte que j'ai déjà écrit, donc je vais vous le lire. Ce propos, ou ce que je vais dire dans ce texte, ne sera ni scientifique, ni à caractère académique. C'est quelque chose qui s'apparente au témoignage. Donc je vais témoigner d'une pratique, de ma pratique de la traduction. Donc un témoignage, et en plus du fait que c'est un témoignage, c'est aussi une sorte de déclaration de principe. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que, en pensant surtout, en m'adressant particulièrement à nos amis de la rive nord, mais aussi ceux de la rive sud, c'est-à-dire le groupe finalement qui a organisé cette manifestation. À la différence des autres groupes du monde, moi je suis arrivé un peu tard, si vous voulez. J'ai pris le train en marche, c'est-à-dire mes collègues avaient déjà, si vous voulez, préparé leur travail, ont eu le temps de moi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ce que je viens de dire, c'est-à-dire une déclaration de principe. Bon. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est question d'échapper au nihilisme. Mais moi, le nihilisme, je ne le connais pas suffisamment. Je connais très peu le nihilisme, et encore moins ce qu'il y aurait à faire pour entreprendre, pour résister ou pour échapper au nihilisme. Donc, ce sera peut-être ce que je ferai dans les temps à venir. La doctrine des points me parle un peu plus. Donc j'arrive à me situer un petit peu dans cette doctrine, mais je compte surtout sur ces 3 jours, enfin hier, aujourd'hui et demain, pour y voir un peu plus clair. Mais s'il s'agit bien de ce que j'ai compris dans cette doctrine des points, donc ce que je vais dire aujourd'hui peut s'inscrire, à mon avis, dans à l'intérieur de cette façon de voir la doctrine des points. Bon, en Tunisie, on traduit évidemment. Il n'est pas interdit de traduire, il n'est pas interdit de traduire en français non plus. Bon, ceci dit, je trouve que le français est un petit peu bousculé, un petit peu malmené en Tunisie, et qu'il a du mal à maintenir, à se maintenir, si vous voulez, face surtout à l'anglais. D'ailleurs, à ce propos, j'ai bien envie de rappeler ce qui s'est passé dans le pays il y a quelques mois, c'est-à-dire, je crois au mois de juillet, quand le ministère de l'enseignement supérieur a décidé de fermer 4 départements de français dans les universités tunisiennes. Bien sûr, le département de Kérouan, mais aussi, je crois, un département à Tozeur, peut-être un Abel, enfin, j'ai oublié les noms des facultés, mais ce qui est sûr, parce que ça m'avait interpellé, c'est que ça a été supprimé dans le département de français. Bon, il y a eu évidemment tout un mouvement de résistance à cela. Il y a eu des articles de journaux, il y a eu des publications sur Facebook, sur Twitter, etc. Et le ministère a fait marche arrière, si vous voulez. Il a donc rétabli, si vous voulez, les départements de français, donc en les inscrivant, ou bien en les faisant figurer dans ce qu'on appelle le guide de l'étudiant, le guide du bachelier. Et donc, mais à mon avis, ce n'est que partie remise. Je suis sûr que le ministère, disons,
récidivera et qu'il il fera ce qu'il avait décidé de faire. En fait, cela, du point de vue du ministère, ça peut se défendre. Peut-être nous avons des arguments d'employabilité, mais je trouve quand même que ce serait vraiment dommage qu'on décide que les formations en langue française soient limitées aux Français des affaires, aux Français de la gestion, aux Français de l'informatique, etc. Et ce serait dommage qu'il n'y ait pas au moins à côté de cela, parce que là, ça devient évidemment, enfin je dirais quelque chose disons, d'inévitable, si vous voulez, mais à côté de cela, il faut qu'il y ait quand même une formation en langue, en littérature, en civilisation française, parce que sans cela, si vous voulez, on n'aurait pas cette ouverture sur l'autre, sur les autres cultures, sur les autres civilisations. Et c'est-à-dire qu'à ce train-là, enfin, bientôt, on n'aurait plus en Tunisie de véritables bilingues, que ce soit arabes et français, ou arabes et anglais, ou d'autres. Parce que moi, je considère qu'un véritable bilinguisme doit être une ouverture sur toutes les composantes des cultures étrangères. Pourquoi ça siffle? C'est là-bas. Un véritable bilinguisme donc, doit être une ouverture sur toutes les composantes des cultures étrangères. Et je considère qu'un intellectuel digne de ce nom doit être au moins bilingue, c'est-à-dire maîtriser au moins deux langues, c'est-à-dire la sienne, sa langue maternelle, disons, et une autre langue vivante. C'est, à mon avis, un minimum vital pour pouvoir se dire intellectuel. Mais il y a plus grave que ce qui a été, si vous voulez, à mon avis, annoncé par le ministère, même si le ministère s'est rétracté. C'est que parallèlement au mouvement de résistance, excusez-moi, c'est-à-dire parallèlement au mouvement de résistance qui a été déclenché par les étudiants, les enseignants, par l'opinion, par une partie au moins de l'opinion publique, si vous voulez. Donc parallèlement à ça, il y a eu toute une campagne organisée ou orchestrée par des personnes qui se sont réjouis, si vous voulez, de cette décision du ministère. Et ils ont beaucoup ironisé, si vous voulez, sur ce qui est connu maintenant comme francophile, orphelin de la France. Bon, je crois que nous avons été tous amenés à lire ça quelque part sur Facebook ou ailleurs. Donc il y a eu, dans une partie de l'opinion publique, donc un mouvement favorable à cette décision de ministère, que je trouve, moi, personnellement, tout à fait dommage. Bon. Donc là, ça dit deux points. Le troisième point, c'est que ce troisième point a un caractère plus personnel, je dirais, et il concerne ma propre pratique de la traduction littéraire. Parce qu'aujourd'hui, je ne compte pas parler de la traduction de manière générale, mais de la traduction des textes littéraires, qu'il s'agisse de romans, de nouvelles, de poèmes, etc. Donc je dis bien traduction littéraire car je ne parlerai ni de l'interprétation simultanée, ni de la traduction éditoriale, générale ou spécialisée qui traite toutes sortes de textes scientifiques ou autres. Il y a, grosso modo, à mon avis, deux attitudes distinctes à adopter vis-à-vis des textes littéraires qu'on veut traduire.
soit celle qui préconise, si vous voulez, de coller le plus étroitement possible au texte à traduire, et celle qui conçoit la traduction comme une réécriture. La première est, à mon avis, purement fonctionnelle, je dirais même utilitaire, voire alimentaire. Tandis que la seconde constitue, à mon avis, toujours le minimum vital capable de constituer une ouverture sur l'autre, une fenêtre sur le monde. La traduction ne doit pas consister à substituer un mot à un autre mot, mais de se laisser transporter d'une culture à une autre culture, d'un univers à un autre univers. Mais avant d'en venir à cela, permettez-moi de faire une petite digression. J'en fais beaucoup. Pour introduire le propos qui va suivre. Je dirais donc, dans le cadre de cette digression, qu'un comédien, par exemple, qu'un acteur, qu'un comédien qui joue un rôle dans une pièce de théâtre, qu'il n'a pas écrit lui-même, ce qui est le plus fréquent, même si dans certains cas le texte est le fruit d'une étroite collaboration entre le metteur en scène et les membres de la troupe, comme l'a signalé notre ami Hayat tout à l'heure, un tel comédien donc est forcément amené à interpréter le texte, afin de s'en approprier le contenu et incarner au plus près le personnage qu'il veut jouer. Or, une pièce de théâtre acquiert parfois une longévité de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Des œuvres comme l'École des femmes, ou le mariage de Figaro, ou bien d'autres pièces, n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais cessé d'être représentées. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, dans l'Institut français, je crois, une troupe qui on a joué, je crois, l'École des femmes. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est une pièce vraiment classique, une pièce de lycée. Donc, des œuvres comme l'École des femmes ou le mariage de Figaro n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais cessé d'être représentées. Ce sont évidemment d'innombrables générations de comédiens qui ont succédé les unes aux autres pour jouer le rôle d'Agnès ou du comte Albamir. Mais chacun a forcément imprimé son propre cachet au personnage en y apportant immanquablement sa touche personnelle. Chacun donc interprète le texte différemment et exécute le rôle à sa façon. Quand je dis différemment ou à sa façon, j'entends, en pensant à Umberto Eco, à qui je reviendrai tout à l'heure, ils disent non pas tout à fait la même chose, mais presque la même chose. D'ailleurs, c'est ce presque qui constitue, à mon avis, le véritable enjeu de la traduction. Mais j'y viendrai dans quelques instants. Donc le comédien mémorise un texte, mais un texte qu'il ne débite pas d'une croix blanche, sauf évidemment si la didascalie du scénariste exige la croix blanche, il y intègre de son propre cru une gestuelle et une mimique personnelle, une gestuelle et une mimique qui lui sont propres, une gamme d'intonations à nul autre pareil, des accents et des inflexions uniques de la voix. D'autres comédiens viendront jouer la même pièce. Ils incarneront le même personnage. Ils diront le même texte. Mais la valeur ajoutée chaque fois et toute la performance seront en conséquence différentes à chaque fois. Il y aura autant d'œuvres de création qu'il n'y a de représentation de la même pièce de théâtre écrite par le même dramaturge. Mais chacun des jeux des différents acteurs est une interprétation à part entière. C'est une interprétation singulière et qui se suffit, à mon sens, à elle-même. Toute proportion gardée, et moyennant certaines conditions, je dirais, toutes les interprétations de la même pièce se valent. L'on dira de certaines qu'elles sont magistrales,
ou qu'elles sont plus belles que d'autres, mais l'on n'est jamais, à mon avis, en droit de dire de l'une qu'elle est fausse ou qu'elle dénature la pensée de l'auteur. L'acteur traduit en gestes, en mimique, en intonation et en inflexion de la voix ce que le texte qu'il récite, qu'il déclame, qu'il dit en aparté, renferme d'immanent. Tout ce qui accompagne la réplique est de son invention, de son propre cru. Alors, imaginez maintenant, mesdames et messieurs, tout le chemin parcouru ou tout le chemin à parcourir si la même pièce de théâtre, si le même scénario est traduit et donc coulé dans le moule d'une autre langue. Donc là, ça devient une autre personnage. Mais interrogeons-nous un peu sur ce qui préside au jeu de l'acteur lorsqu'il interprète un rôle. C'est d'abord sa propre lecture attentive et approfondie du scénario, mais une lecture enrichie par l'intervention du metteur en scène, ou sa direction, ou ses directives, et parfois par celle des autres membres de la troupe. Mais un vrai comédien, je dirais, qui se respecte, se documentera aussi sur l'auteur et lira d'autres pièces écrites par lui. Ainsi, il se familiarisera, j'y arrive quand même, avec sa pensée, son imaginaire, sa rhétorique et son univers symbolique, ce qui lui permettra une juste interprétation du texte. Au cours de la représentation, il sera, je dirais, dans l'ombre de l'auteur. Il sera son double, en quelque sorte. C'est là la disposition mentale, l'état de gestation, l'état de gésine, que j'appelle communion entre auteur et acteur, entre auteur et interprète. Vous l'avez évidemment compris, si je parle de communion entre comédien et scénariste, c'est parce que j'ai l'intime conviction qu'il en va de même, et qu'il doit en aller de même, entre les créateurs littéraires, le romancier, le novelliste ou le poète, d'une part, et leur traducteur, d'autre part. Mais d'abord, je dois moi-même me présenter. Mon ami François a dit que j'étais traducteur. Moi, je dirais que je suis l'arrière-petit-fils de l'un des infortunés rescapés de la tour de Babel. Je sais... Je sais que je vous apprendrai rien, évidemment. Aujourd'hui, en évoquant pour vous l'épisode de la tour de Babel. C'est le chapitre 11 de la Genèse. Je le ferai toutefois, parce qu'il me servira comme d'une sorte d'alibi pour construire le récit que je vais vous faire. Car je compte bien vous raconter une histoire. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je vous raconterai une histoire, mon histoire. Donc, quand Dieu, ou les dieux, qu'est-ce que j'en sais, si c'est loin, c'est si loin, et nous avons tous eu un jour ou l'autre à éprouver les effets pervers de la parole rapportée. Donc, quand Dieu brouilla le langage, les hommes, ne sachant plus se faire comprendre, se méfièrent les uns des autres. Ils s'inventèrent toutes sortes de torts, s'ignorèrent dans un premier temps, puis ils en vinrent aux mains et finirent par se faire la guerre. C'est notre soirée. Mon ancêtre, paix à son âme, ne pouvant plus communiquer avec ses frères d'infortune, entreprit un long périple qui le mena jusqu'en Afrique, en Afrique du Nord, en Tunisie précisément. Mais l'on m'a rapporté, nous sommes des peuples, nous sommes un peuple de la parole rapportée. Nous avons une vénération pour tout ce qui nous vient d'un passé tellement lointain qu'on est parfois incapable de dire si cela existait réellement. Donc,
rapporté, donc il disait, nous sommes un peuple, ou des peuples, je dirais, nous sommes des peuples de la parole rapportée. Nous réglons l'ordinaire de nos journées, même pas sur la prétendue sagesse de nos aînés contemporains, mais sur celle de très lointains aïeux dont nous ne savons même pas s'ils ont réellement existé. On m'a donc rapporté, comme tout le monde, on m'a donc rapporté que pendant son errance, comme dans tous les contes, mon arrière-grand-père avait croisé une belle rescapée, une babylonienne comme lui, et qu'ils avaient vécu ensemble quelque temps. Ils se seraient aimés, puis connus, au sens biblique. Mais comme l'on peut rarement vivre seulement d'amour et d'eau fraîche, tous deux finirent par s'ennuyer. Je ne sais comment, mais dans les contes c'est toujours comme ça, hein, de fil en aiguille, ils en vinrent à se faire comprendre, d'abord par des mimiques, puis par des bribes de mots de leur nouvelle langue respective. Parce qu'après donc la destruction de la tour de Babel, les langages ont été brouillés, donc chacun avait sa propre langue. Ils finirent par y prendre goût. Mais un beau jour, je saurais vous dire comment aussi, ils avaient fait, et s'étaient avisés qu'il leur fallait s'organiser pour que chacun ait appris la langue de l'autre. Il paraît qu'en s'étant reculé, cette faculté, aujourd'hui émoussée ou disparue, pouvait encore se transmettre des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, et des petits-enfants aux arrière-petits-enfants. C'est ainsi que moi, arrière-petit-fils des deux rescapés de Babel, je me suis retrouvé non seulement à taquiner la langue de Molière, mais aussi à chuchoter à des Français et à des Françaises de la ville nord des propos sur moi et sur bien d'autres choses qui se trament sur la rive sud de la Méditerranée. Je suppose aussi que mon aïeul babylonien, voulant voir du pays, avait abandonné son compagnon qu'elle s'était un beau matin embarqué sur un radeau de fortune et qu'elle avait traversé la Méditerranée en mettant le cap sur le nord. Sinon, comment expliquer ce désir ardent que j'ai, surtout aujourd'hui et en ce moment, de porter sur l'autre rive le récit de ce qui s'est passé et se passe ici encore aujourd'hui. C'est un conte, c'est vrai, un conte pour enfants, pour de grands enfants, nous dirions. Mais est-ce vraiment si loin de la vérité? Qu'est-ce que choisir de traduire, en fin de compte, si ce n'est par amour, vouloir dire à l'autre ce qu'il ne saurait apprendre par lui-même? Mais là, on aborde à une zone, je dirais, périlleuse, où l'on risque à tout moment de tomber, comme on dit, de carré dans ce qu'il a. Tout traducteur, surtout s'il s'agit de traducteurs littéraires, a dû éprouver les affres de l'une ou de l'autre. Trop près de Charybde, il succombe à la pernicieuse facilité de l'interprétation, en se préoccupant du sens au mépris de la lettre. Mais en frôlant dangereusement l'écueil de ce qu'il a, le traducteur littéraire espère arriver à bon port en optant pour les fallacieuses vertus du mot à mot. Ce qu'il lui faudrait donc, c'est voguer prudemment entre deux eaux, même si ce parti pris ne lui épargnera pas ou ne lui épargnera guère l'accusation de trahison. En effet, le vieil adage italien, traditore, je ne sais pas si je prononce correctement, mais repris en français par traduire, c'est trahir, est une malédiction qui a la vie bien dure. Elle a toujours fait frémir tous les traducteurs du monde entier
et a toujours fait la part belle à tous les détracteurs peu indulgents. Après l'épreuve de la porte étroite de la traduction, après le chemin de croix semé de pierres et de chardon, le traducteur s'expose immanquablement au lynchage des lecteurs. Il y a quelques années, sur le conseil d'un ami, il a promis de venir, mais il n'est pas venu, Jalel Rami, j'ai eu le bonheur de lire un beau livre, un livre traduit, soit dit en passant. Il s'agit du livre d'Umberto Eco, dire presque la même chose, expérience au pluriel de traduction. Il a été publié en 2010. Oui, il a été traduit en 2010 par Mérien Bozard et publié à Paris pour la librairie générale française. Donc, un livre d'Umberto Eco dit presque la même chose, expérience de traduction. Il a été, je dois dire, comme une sorte de révélation pour moi. Pour faire court, il y est dit qu'une traduction n'est jamais une écriture en miroir, une transposition spéculaire d'une langue de départ vers une langue d'arrivée. C'est un quasi-transfert qui s'accompagne forcément de déperdition et d'ajout. Déperdition d'un côté, mais possible ajout de l'autre. Donc, c'est un quasi-transfert qui s'accompagne forcément de déperdition et d'ajout. C'est un compromis judicieusement négocié entre l'auteur et son traducteur. Le tout est de faire en sorte que le presque soit le plus réduit possible, que la reformulation obtenue soit en quelque sorte compensée, c'est-à-dire que ce qui se perd d'un côté soit pallié à un autre niveau. Évidemment, cela est bien trop général, et ce que j'en dirai aujourd'hui ne vous permettra pas de visualiser le volume ou la taille du presque la même chose, tel qu'il est défini par Umberto Eco et tel que j'en fais un usage revu dans ma propre pratique de la traduction littéraire, Mais c'est ce que je m'appliquerai à vous montrer et à illustrer pour vous dans d'éventuelles prochaines interventions. Ce sera mon point à tenir. Ceci dit, il ne serait pas superflu que j'en dise quelques mots en attendant. Pour cela, je vais évoquer saluer la mémoire d'un grand poète tunisien qui est décédé en mois de janvier dernier, Mohamed Rozi. Nous connaissons tous, enfin, je suppose. J'ai connu donc à la fin des années 80 un grand poète, feu Mohamed Rozi. Je l'ai un peu fréquenté. À l'époque, nous enseignions tous les deux dans la même faculté, la faculté des lettres et sciences humaines de Kérouan, en Corée. J'avais eu entre les mains son premier recueil, qui est très connu, Kitab al-Jam. Donc, le livre de l'eau, ou livre de l'eau, livre des braises. Et je m'étais essayé à traduire quelques poèmes. J'aimais son éternel sourire, il souriait tout le temps. J'aimais son éternel sourire et en lisant d'autres recueils qu'il avait publiés plus tard, j'avais appris beaucoup de choses sur lui. Je me sentais proche et au fond de moi était née une sorte d'empathie, surtout quand j'ai pu visualiser dans ses poèmes, dans ses écrits, toutes les scènes qu'il avait créées et les personnages qu'il avait campés. C'est ce que j'appelle communier. Bon, c'est dit de manière très schématique, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. J'ai donc communié avec lui, mais je ne serais pas un vrai arrière-petit-fils de rescapé de la tour de Babel si je ne m'embarquais pas moi-même, à mon tour,
sur un radeau de fortune pour aller porter sa parole sur d'autres rivages, dans d'autres contrées. Je serai ainsi l'un des instruments de la revanche des rescapés de Babylone. Donc, communier avec l'autre devrait être l'un des buts ultimes de l'humanité. Un but qui ne saurait se réaliser sans dialogue et sans mutuelle et réciproque compréhension. Et pour ce faire, quel meilleur instrument à mettre en œuvre si ce n'est la traduction? Mais cela a un prix qui est le même pour quiconque voudrait traduire, pour quiconque voudrait dire presque la même chose. Mon lointain ancêtre y avait probablement passé des années. Il s'était certainement cassé les ongles à graver sur la pierre ou sur une tablette d'argile, et elle avait dû, elle aussi, il s'était certainement cassé les ongles à graver sur la pierre ou sur une tablette d'argile les mots qu'il voulait apprendre à sa compagne, et elle avait dû en consentir autant pour lui livrer les siens. Mais ni l'un ni l'autre n'aurait été capable de s'en acquitter sans l'état de grâce que procure l'amour, sans cette communion entre le créateur et son traducteur littéraire. Ça devrait être clair. En traduisant, on ne dit jamais la même chose, c'est évident. Mais qui dira jusqu'où peut ou doit aller ce presque? J'ai traduit quelques livres. Ils ont plu à certains et d'autres y ont trouvé à redire. C'est normal. Pour les uns, mon presque a deviné le juste prix. Pour les autres, il a été trop envahissant et trop cher payé. Mais dans un cas comme dans l'autre, ne faisons-nous pas œuvre d'interprétation? Quand nous lisons, nous ne faisons jamais qu'interpréter, en fait. Et sous certaines conditions, ces interprétations se valent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mohammed n'est plus là, pour Mohammed Rose, il veut dire, feu Mohammed Rose. Mohammed n'est plus là pour nous confirmer aujourd'hui, et depuis le voir, qu'il avait validé mon interprétation de quelques poèmes que j'avais traduits et que je lui avais soumis. Il n'est plus là pour nous dire si je l'ai trahi, pour nous dire si j'ai saisi le sens de ce qu'il avait écrit, ou pour nous dire que je lui ai fait dire ce qu'il n'avait pas dit. J'ai lu et j'ai interprété, j'ai lu et j'ai traduit, j'ai interprété et j'ai écrit, j'ai interprété et j'ai réécrit. Mais en réécrivant, il me tenait la main et du doigt, il me montrait le chemin. J'ai réécrit, oui, le mot est lâché. Je dis cela parce que d'aucuns sont loin d'y souscrire et mettraient volontiers à l'index le traître que je suis. Je l'ai déjà dit, traduire n'est pas trahir, c'est d'abord communier, mais pour communier, il faut de l'empathie. D'ailleurs, ma conviction est que l'on ne traduit avec justesse que ce que l'on aime vraiment. Auteur et traducteur, main dans la main, se soutiennent parmi les pierres du chemin. Qu'on ne vienne pas me dire « l'auteur a voulu dire, l'auteur n'a pas voulu dire ». Si, c'est bien ce qu'il a voulu dire. Il me l'a dit, je vous dis. Sans me le dire peut-être, mais croyez-moi, il me l'a dit. Et puis, deux langues ne sont jamais superposables. Chacune a ses règles, chacune a son génie. Les dieux ont bien fignolé leur vengeance. Ils ont soufflé aux uns d'écrire de gauche à droite, à d'autres de droite à gauche, et à d'autres encore de haut en bas. Peut-être même, si ce n'est déjà fait, je n'en sais rien, peut-être même, si ce n'est déjà fait, s'en trouvera-t-il un jour des illuminés qui feraient partir les lignes de bas en haut.
Dans mes années de lycée, je ne savais pas, par exemple, que Kafka n'était pas français. Et que le procès que j'avais lu à l'époque, avait été écrit d'abord en allemand. Donc j'ai lu le procès de Kafka. Il était en français, et je pensais que Kafka était français. Cela était vrai, bien sûr, que beaucoup de romans, de nouvelles, de contes, que j'avais lus avec émerveillement, mais sans jamais supposer que leurs auteurs n'étaient peut-être pas français. D'ailleurs, les noms des traducteurs figuraient en tout petits caractères et passaient inaperçus, tout comme les noms des concepteurs des couvertures ou les auteurs des illustrations. Si j'ai menti, si j'ai péché, si j'ai trahi, ce ne pouvait être que par omission. Et humblement, j'en implore pardon. Je dirais donc, comme Jacques Brel, j'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bons. Et je vous remercie. Merci vraiment vivement. Et si vous le souhaitez, après le débat, je pourrais vous lire peut-être 2 ou 3 petits poèmes, mais vraiment quelques lignes, ça ne prend pas 5 minutes, si vous le souhaitez, évidemment. Voilà. Merci vivement. D'ailleurs, tu lui as promis une soirée pour les intimes. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tu es pardonné, d'autant que tu n'as aucune faute à faire pardonner. Donc voilà, sois assuré.